OpenAI accélère la production d'un smartphone d'IA pour concurrencer l'iPhone. Apple paie 250 millions de dollars pour avoir truqué les fonctionnalités de Siri. Et Nvidia prévoit d'installer des centres de données à refroidissement liquide sur les murs de votre maison. Bienvenue dans le résumé quotidien. Je suis votre hôte, Étienne, ingénieur logiciel diplômé de l'Université Laval, basé à Calgary. Aujourd'hui, nous réalisons l'autopsie forensique de la décentralisation de l'intelligence ce mercredi 6 mai 2026. L'industrie de l'intelligence artificielle atteint les limites physiques des centres de données centralisés, forçant un pivot massif vers la périphérie. Des analystes de la chaîne d'approvisionnement révèlent qu'OpenAI a avancé la production de masse d'un téléphone d'IA sur mesure à 2027, visant à vendre 30 millions d'unités pour enfin contourner les systèmes d'exploitation d'Apple et de Google. Pour résoudre la pénurie d'énergie paralysante, Nvidia s'associe à une start-up pour installer des mini-centres de données décentralisés directement sur les murs extérieurs des maisons résidentielles. Pendant ce temps, le coût humain de cette intégration s'accélère. À la suite des licenciements massifs de Coinbase, PayPal vient d'annoncer la suppression de 20% de ses effectifs pour se tourner vers la productivité pilotée par l'IA. Mais avant de plonger dans les données, j'ai une brève requête stratégique. Les algorithmes de l'application que vous utilisez en ce moment dictent l'information qui parvient jusqu'à vous. Pour vous assurer de ne jamais manquer nos analyses les plus critiques, veuillez cliquer sur Suivre ou vous abonner à la chaîne Dejamga Mind sur Apple Podcast pour toujours écouter complètement sans publicité. C'est une action gratuite d'une seconde, mais c'est le moyen le plus direct de nous aider à développer cette recherche indépendante. L'épisode d'aujourd'hui est rendu possible par notre partenaire Eria. Lorsque les laboratoires frontières construisent leurs propres smartphones et que les entreprises licencient 20% de leur personnel, votre organisation a besoin d'une intelligence technique infaillible. Un grand merci à Eria pour le parrainage de ce briefing. Démêlons ensemble cette journée. Imaginons un instant un mur extérieur en briques, sur une maison de banlieue tout à fait normale, tu vois. Ouais, le genre de pavillon classique. Voilà. Et soudainement, ce mur se met à irradier de la chaleur. Mais pas à cause du soleil, en fait. Plutôt parce qu'à l'autre bout du monde, un programme informatique est en train de compiler un modèle financier ultra complexe. C'est vrai que ça sonne un peu... Enfin, ça fait très dystopie de science-fiction, on dit comme ça. Carrément. Et pourtant, en épluchant toutes les données, les annonces stratégiques qu'on a eues ce 6 mai 2026, on réalise que c'est très exactement la feuille de route de l'industrie technologique aujourd'hui. L'époque où l'IA vivait sagement dans d'immenses forteresses lointaines, c'est terminé. Ah ben le modèle centralisé, il est en train de s'effondrer sous son propre poids. C'est pas compliqué. Les immenses centres de données, ceux de 100 mégawatts, qui traitent la majorité de nos requêtes, ils se heurtent à un mur physique absolu, en fait. Un mur énergétique surtout, non? Exactement. Il y a tout simplement plus assez d'eau pour refroidir les serveurs. Et les réseaux électriques, ils ne peuvent plus supporter cet appétit de calcul. Donc l'industrie, du coup, elle est obligée de décentraliser. On pousse l'intelligence artificielle vers la périphérie absolue, ce qu'on appelle l'edge computing. Et c'est justement la mission de notre exploration d'aujourd'hui. On va décortiquer comment cette fuite hors des centres de données est en train de redessiner l'équipement qu'on porte dans nos poches, les murs de nos maisons, et, point très critique, la structure même de nos entreprises. Ouais, parce que les dégâts collatéraux sont massifs, c'est clair. Bah oui. Et pour commencer, si l'IA quitte le cloud pour s'installer localement, le point de chute le plus évident, c'est l'objet qu'on a tous dans la main, le téléphone. Forcément. Et il y a des bruits de couloir très sérieux concernant OpenAI en ce moment. Qu'est-ce qui se trame exactement avec leur matériel AI? Parce qu'on parlait d'un appareil sans écran à une époque, avec Johnny Ive, et là... Là, on est sur un pivot complet. Les rapports de la chaîne d'approvisionnement, surtout ceux de l'analyste Ming-Chi Kuo, montrent qu'OpenAI vient d'avancer le développement de son propre appareil d'une année entière, en fait. Attends, une année entière? Ouais, on parle d'un téléphone agent IA pour une production de masse début 2027. Et les chiffres sont colossaux. Il cible 30 millions d'unités d'ici 2028. 30 millions pour un premier essai matériel, c'est une sacrée déclaration de guerre aux fabricants historiques. C'est énorme. Et sous le capot, ils intègrent une puce sur mesure, la Mediatek Dimensity 1960. Alors justement, pour ceux qui lisent pas les fiches techniques au petit déjeuner, qu'est-ce que cette puce Mediatek a de si spécial? On entend parler d'une architecture à double NPU, d'un processeur d'image amélioré.
pourquoi OpenAI a besoin d'un matériel aussi spécifique? Il pourrait pas juste, je sais pas, mettre à jour leur appli sur nos téléphones actuels? Bah, le problème, c'est qu'une application, elle est toujours soumise aux règles de son hôte. Un NPU, l'unité de traitement neuronal, c'est un peu le lobe frontal de l'IA, si tu veux. Ok. Et l'architecture double, ça veut dire qu'il sépare physiquement les tâches. T'as un lobe qui gère uniquement le langage et l'autre qui analyse la vision en temps réel. Ah, donc il nous se marche pas sur les pieds. Voilà. Et ajoute à ça le processeur d'image HDR surpuissant. C'est ce qui permet à l'IA de voir le monde réel à travers la caméra, même en plein soleil ou dans la nuit noire. Et ça sans aucun délai réseau. Sans ce contrôle total sur les capteurs, une IA ne peut pas devenir vraiment agentique. C'est marrant parce que ce terme agentique, on le voit partout en ce moment. En gros, au lieu d'attendre qu'on lui pose une question, l'IA observe et agit toute seule. C'est ça, hein? C'est exactement ça, ouais. Du coup, ça me fait penser à une écurie de Formule 1. OpenAI a le meilleur moteur algorithmique du monde, mais jusqu'à présent, ils étaient coincés. Ils devaient l'installer dans le châssis de Google ou d'Apple. C'est une super analogie. Et le châssis, il dicte ce que le moteur a le droit de faire. Donc, pour que leur IA puisse cliquer sur des boutons, réserver un vol toute seule, ils doivent construire leur propre voiture. C'est le nerf de la guerre, le contrôle du système d'exploitation. D'ailleurs, Google fait la même chose. Il teste un agent interne, Rémi, qui tourne en toile de fond 24 heures sur 24. Et Apple dans tout ça, parce qu'ils ont l'air de patiner un peu. Ah bah l'échec d'Apple sur ce front, il est fascinant. Ils viennent tout juste de conclure un recours collectif. 250 millions de dollars. Ah ouais. Bon, pour Apple, 250 millions, c'est une erreur d'arrondi comptable, non? Financièrement, oui, mais symboliquement, c'est une catastrophe. Ils paient parce qu'ils n'ont pas réussi à livrer le Siri personnalisé qu'ils avaient promis en grande pompe à la WWDC 2024. Les utilisateurs vont recevoir entre 25 et 95 dollars chacun. C'est ridicule. C'est pas la somme qui compte, c'est l'aveu de faiblesse. Face à ce retard, Apple a capitulé. Avec iOS 27 et aussi macOS 27, ils ouvrent leur système aux modèles d'IA concurrents. Donc, ils abandonnent leur fameux jardin clos. En partie, oui. C'est un pivot défensif. S'ils ne peuvent pas construire le meilleur agent IA, ils vont se contenter de louer leur châssis aux autres. Mais attends, si tout le monde se promène soudainement avec une IA ultra puissante dans la poche, qui analyse le monde en temps réel, même avec des puces locales comme Mediatek, la demande globale de calcul en arrière-plan va quand même exploser. Ah, totalement. Et on en revient au problème de départ. Si les grands centres de données sont à sec, s'ils n'ont plus un seul mégawatt de disponible, on trouve où l'électricité pour soutenir tout ça? Et c'est là qu'on arrive à l'histoire des murs de briques dont tu parlais au début. C'est fascinant de voir où vont les capitaux. T'as une start-up californienne, Span, qui s'est associée à NVIDIA. Ok. Et ils déploient ce qu'ils appellent des nodes calcul XFRA. En gros, ce sont des mini-centres de données, sauf qu'au lieu de construire un hangar industriel, ils installent ces gros boîtiers directement sur les murs extérieurs des maisons résidentielles et des petites entreprises. Faut vraiment qu'on s'arrête là-dessus. On parle de prendre des cartes graphiques de niveau serveur, genre les RTX Pro 60 000 Blackwell de NVIDIA, et on va les visser sur le pavillon d'une famille, là où les gamins jouent dans le jardin. C'est le plan, ouais. Mais c'est une folie! Ce genre de matériel, ça fait un bruit d'avion au décollage. Et ça dégage une chaleur monumentale. Les gens n'accepteront jamais ça. On a pourtant des alternatives, non? Les serveurs sous l'océan ou dans l'espace. Sauf que Spine et NVIDIA ont résolu le problème du bruit. Ils utilisent un refroidissement liquide intensif. C'est garanti presque 100% silencieux. Et c'est pas juste un test de labo, hein. Ils bossent avec Pult Group, un des plus grands constructeurs de maisons aux États-Unis. Attends, donc ils vont vraiment construire ça à grande échelle? Ils prévoient d'installer 8000 de ces unités. Et ils disent qu'ils peuvent le faire 6 fois plus vite qu'un centre de données classique et pour un 5e du coût. Ah oui, quand même. Le but, c'est d'exploiter la capacité électrique inutilisée des banlieues. Parce que là-bas, le réseau local n'est pas encore saturé, contrairement aux grandes zones industrielles. En vrai, l'économie de ce projet, c'est d'un cynisme brillant. C'est comme des panneaux solaires, mais à l'envers. Comment ça? Normalement, tu mets un panneau sur ton toit pour produire de l'énergie et la vendre au réseau. Là, l'industrie techno utilise ta maison pour pomper l'énergie du réseau public. Ça génère du calcul ultra lucratif sur ta façade et ça renvoie toutes les données vers la Silicon Valley. C'est exactement ça. On transforme l'infrastructure publique en une ressource privée. C'est dingue. Stratégiquement, c'est un coup de maître pour éviter les blocages réglementaires sur la construction de nouvelles centrales. Mais bon, ça crée un autre cauchemar. Logistique cette fois.
Bah oui, parce que si tu as 8000 serveurs éparpillés dans des jardins, comment tu les fais communiquer? T'as des problèmes de latence, non? Les connexions Internet classiques ne sont pas du tout faites pour synchroniser des machines aussi dispersées. C'est pour ça que l'industrie a dû revoir sa couche logicielle en urgence. OpenAI vient juste de publier un nouveau protocole réseau, le MRC, pour Multipath Reliable Connection. Et ils l'ont fait seuls? Non, et c'est ça qui est fou. Ils ont monté une coalition impensable avec Microsoft, AMD, Broadcom, Nvidia et Intel. C'est carrément les Avengers des semi-conducteurs. Mais pourquoi ce protocole MRC est si crucial? Parce qu'ils s'attaquent à la congestion. Imagine une énorme autoroute de données. Actuellement, si un seul équipement réseau tombe en panne, ça bloque toute la route. C'est ce qu'on appelle un amplificateur de panne. Donc une panne ridicule peut tout bloquer. Exactement. Un câble qui lâche pendant quelques microsecondes et t'as des milliers de cartes graphiques à plusieurs dizaines de milliers de dollars qui restent inactives à attendre. Le MRC résout ça avec une technique appelée la pulvérisation de paquets, le packet spraying, couplé à un truc qui s'appelle le SRv6. Ok, la pulvérisation de paquets. Concrètement, si je reprends l'analogie de l'autoroute, au lieu de mettre toutes mes données dans un seul gros camion qui risque d'être bloqué, je fragmente mon chargement. Voilà. Je le mets sur des centaines de petites motos qui prennent toutes les ruelles, les chemins de campagne simultanément. Et le SRv6, c'est le GPS ultra précis qui guide chaque moto. C'est une excellente image. Si une ruelle est bloquée, t'as qu'une seule moto qui ralentit, le reste arrive. Du coup, ça permet de créer des réseaux beaucoup plus plats, avec moins d'étages et de commutateurs, et donc beaucoup moins gourmands en énergie. Mais il y a un truc totalement illogique là-dedans. On est dans la course technologique la plus féroce du siècle. OpenAI a trouvé la solution à un goulot d'étranglement mondial. Et il l'offre gratuitement, via l'Open Compute Project. Ouais, en open source. Pourquoi? En affaires, tu donnes pas ton meilleur atout à tes concurrents? Tu le donnes quand tu réalises que l'autoroute sur laquelle tu roules est en train de s'effondrer et que tu as besoin de tes concurrents t'aident à payer l'asphalte. Ah, je vois. L'infrastructure mondiale est tellement à bout de souffle que si chacun gardait son standard, le marché entier mourrait. OpenAI a absolument besoin que tous les fabricants de puces parlent le même langage, tout de suite. Il faut étirer l'existant au maximum. D'où leur dernier modèle, le GPT 5.5 Instant. Exactement, remplaçant du 5.3. C'est fou parce que, à puissance de calcul égale, juste en optimisant le logiciel, ils ont réussi à réduire les hallucinations de plus de 50% dans des domaines ultra sensibles. L'industrie presse le citron jusqu'à la dernière goutte. Chaque câble, chaque puce est poussé à sa limite. Mais cette quête d'efficacité impitoyable, elle a un prix. L'optimisation coûte des dizaines de milliards. Pour payer ces nouvelles infrastructures, ces téléphones IA, ces boîtiers sur les murs, les entreprises doivent trouver de l'argent. Et on sait très bien où ils le trouvent. Ça frappe directement l'humain. Brutalement. Les chiffres de cette semaine font froid dans le dos. PayPal vient d'annoncer le licenciement de près de 20% de ses effectifs. Un employé sur 5, dehors. Et Coinbase suit exactement la même courbe. Ils virent 14% de leur personnel, ça fait à peu près 700 personnes. Et la justification est un copier-coller. Les deux parlent d'exploiter les gains de productivité liés à l'IA, de créer des équipes, je cite, natives de l'IA. Des cadres intermédiaires, les fameux cols blancs, se font littéralement remplacer par des agents autonomes. Regarde, Anthropic, ils viennent juste de sortir 10 agents IA calibrés spécifiquement pour la finance. Ouais, pour gérer les protocoles KYC, c'est ça, hein. Exactement, le Know Your Customer. Pour donner un peu de contexte, le KYC, c'est l'obligation pour les banques de vérifier l'identité des clients, d'éplucher des dossiers financiers énormes pour éviter le blanchiment d'argent. C'est très lourd administrativement. Historiquement, t'avais des armées d'analystes humains qui passaient leur journée à croiser des PDF avec des bases de données gouvernementales. Et c'est un travail qui est certes complexe, mais très répétitif, basé sur des règles strictes. C'est la cible parfaite. Un agent IA d'Anthropic peut traiter ça en quelques secondes et avec moins d'erreurs qu'un humain fatigué le vendredi après-midi. Le calcul remplace le salaire. C'est un transfert de richesse tellement cynique. L'argent qui payait les salaires, les mutuelles, les retraites de ces gens, il est pris et directement réinjecté pour acheter des boîtiers Nvidia refroidis à l'eau, accrochés sur des façades de banlieue. C'est la nouvelle réalité des affaires. Quand les géants de la technologie et les institutions financières réduisent jusqu'à 20% de leurs effectifs pour imposer la productivité par l'IA, cela prouve que le déploiement de l'IA au niveau d'entreprise nécessite plus qu'une simple puissance de calcul brute. Cela nécessite une infrastructure de gestion. Nous tenons à remercier notre sponsor, Aiaea, d'avoir rendu l'analyse d'aujourd'hui possible.
EAEA fournit la plateforme de gestion de l'IA d'entreprise dont les organisations ont besoin pour transformer le potentiel de l'IA en une automatisation des flux de travail mesurable et sécurisée. Le lien se trouve dans les notes de l'émission. Parce que tu vois, une fois que tu as viré tout le monde et automatisé ces flux de travail, il y a un énorme vide juridique qui se crée. Ah bah c'est sûr. Si un analyste financier humain copie le travail d'un concurrent, l'entreprise le vire, elle le poursuit en justice, fin de l'histoire. Voilà. Mais si la productivité entière d'une boîte repose sur une IA qui a été entraînée sur des données volées ou protégées, vers qui tu te tournes? Et ça nous amène directement à l'action en justice de la semaine. On a 5 grands éditeurs de livres, des mastodontes genre Hachette, Macmillan, rejoints par l'auteur Scott Turow. Ils lancent un recours collectif énorme pour piratage contre Meta, sur l'entraînement du modèle Llama. Jusqu'ici, c'est du classique. Des procès pour l'entraînement de l'IA, on en a vu des dizaines. Ouais, sauf que là, ils ne ciblent pas seulement l'entité Meta, ils attaquent personnellement Mark Zuckerberg. Et c'est là que ça devient super intéressant. L'accusation dit que Zuckerberg a personnellement autorisé cette infraction. Bien sûr, Meta dégaine son argument habituel du fair use, l'usage équitable américain. Et ça marche souvent pour eux, non? Bah ouais. D'ailleurs, il cite une affaire très récente avec Anthropic où le juge a carrément rejeté la violation des droits d'auteur en disant que l'apprentissage d'une machine, c'est pas juste une copie, même s'il a laissé la porte ouverte pour des dommages sur la façon dont les données ont été aspirées. Mais légalement, comment c'est même possible de s'attaquer au patrimoine personnel du PDG? Je veux dire, prouver que Zuckerberg lui-même a dit oui pour tel ou tel fichier dans une base de données de plusieurs milliards de pages, c'est impossible, c'est une boîte noire complète. C'est parce que c'est une tactique de la terre brûlée, en fait. Les éditeurs ont compris que poursuivre la boîte noire de Meta, ça ne mène nulle part. Les géants de la tech ont assez de cash pour faire traîner ces procès pendant 20 ans. D'accord. Donc, en attaquant personnellement le dirigeant, ils essayent de percer le voile de l'entreprise. C'est un coup de pression désespéré pour forcer le système judiciaire à trancher une bonne fois pour toutes. Parce qu'actuellement, dans ce monde décentralisé, la propriété intellectuelle se fait siphonner industriellement, sans aucune compensation. Ben, si on rassemble toutes les pièces du puzzle qu'on vient de voir pour ce 6 mai 2026, l'image globale donne le vertige. C'est clair. On commence avec OpenAI qui met des puces spécialisées médiathèques dans nos téléphones pour qu'ils agissent à notre place. Ça sature tellement les réseaux qu'on doit visser des mini-serveurs industriels sur les murs de nos maisons. Les fameux nœuds XFRA. C'est ça. Et pour éviter que tout ce bordel ne s'effondre, des concurrents mortels s'unissent pour créer le protocole MRC. Et enfin, pour financer tout ça, on vire 20% des cols blancs chez PayPal et Coinbase, ce qui nous plonge dans un chaos juridique où on finit par attaquer personnellement les PDG. En fait, il faut retenir que l'intelligence artificielle n'est plus ce gros monolithe coincé dans un centre de données lointain. Elle s'est fracturée, en s'infiltrant dans nos poches avec les téléphones et littéralement sur nos façades. Elle est devenue l'infrastructure fondamentale de l'économie. Ce qui me laisse avec une dernière réflexion pour clôturer tout ça, et c'est peut-être le truc le plus troublant. Si la puissance de calcul nécessaire pour faire tourner notre monde est générée physiquement sur le mur de notre propre maison, et si cette puissance est pilotée par un téléphone agentique qui écoute, qui voit tout, qui anticipe nos moindres faits et gestes, à quel moment est-ce que la notion même de vie privée se dissout complètement? C'est la grande question, ouais. Est-ce qu'on ne devient pas juste une simple pièce de l'infrastructure publique de calcul? Nos données, notre énergie, notre maison. C'est quelque chose à garder en tête la prochaine fois qu'on regardera le mur extérieur de chez soi. Cela conclut notre briefing forensique pour le 6 mai. Le signal stratégique d'aujourd'hui est l'ultimatum de la périphérie. L'informatique centralisée manque d'énergie et les logiciels centralisés manquent d'efficacité. OpenAI, qui construit son propre smartphone, et Nvidia, qui installe des centres de données sur des maisons de banlieue, prouvent que la couche d'intelligence doit se déplacer vers la périphérie du réseau. Mais comme le démontrent PayPal et Coinbase, la recherche d'efficacité est impitoyable. Lorsque les entreprises peuvent installer des agents autonomes pour faire le travail de milliers d'employés, la nature même du travail de bureau est définitivement altérée. Si vous voulez posséder votre infrastructure au lieu d'être géré par elle, consultez les notes de l'émission pour le AI Executive Toolkit. Et en prime, pour notre communauté, nous avons des codes de réduction exclusifs pour Google Workspace et mes applications AI and Machine Learning Tutor Pro. Vous trouverez l'adresse email pour les réclamer directement dans les notes de l'émission ci-dessous. Cet épisode a été sponsorisé par Aria.
Abonnez-vous à la chaîne Dejamga Mind sur Apple Podcast pour toujours écouter complètement sans publicité. Je suis Étienne Noumen. Restez vigilants et continuons à démêler l'avenir.